Et oui, le pays va mal ou le pays va bien, c'est à vous de le dire. Ces génériques n'a rien à voir avec, je pourrais dire, la ligne éditoriale voilà, de cette émission, mais c'est une manière pour nous de conscientiser les Congolais de manière générale, les dirigeants, question d'apporter leur pierre à l'édifice pour l'avancement de ces pays. Très bien, c'est une précision en détail. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ces derniers numéros de la semaine de votre magazine Semelle chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Joseph Mbenza. Il est cadre de l'UDPS et porte-parole de l'honorable Socrates Mubengai. Avec lui, nous allons parler insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez tous suivi que l'armée congolaise a alerté sur l'occupation de zones jadis abandonnées dans le cadre de cessez-le-feu par le M23 et l'armée rwandaise. Ceci, justement, après le discours du chef de l'État à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies où il avait dit, je cite, qu'il ne négociera pas avec le M23, mais on s'inquiète et on se pose des questions, notamment la dernière question est celle de savoir pourquoi l'armée devient trop plaintive en lieu et place d'attaquer et de faire correctement son travail ou d'assurer justement sa mission qui est celle de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et aussi, vous savez, l'armée a annoncé également que des espions rwandais à la frontière possèdent de cartes d'électeurs congolaises à quelques mois des élections. Est-ce un sabotage justement du processus électoral? On en parle avec notre invité, monsieur Joseph Mbenza. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation que j'accepte volontiers. Bonjour à madame la journaliste, et j'aime bien votre chaîne de télé. Surtout le générique de cette émission. Raison de cette mise au point. Ouais, je suis très content. Merci. C'est à moi de remercier même le promoteur de cette belle chaîne et tous les responsables à tous les échelons et le travailleur, des techniciens, des journalistes. Laissez-moi saluer le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est mon chef direct. Et saluer celui que nous appelons le joker de la République, monsieur Socrates Mubengai, qui est un homme exceptionnel. Donc voilà, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi comme d'habitude. Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Je salue Monsieur Joseph, merci de répondre à notre invitation. Bonjour également à tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision et beaucoup plus spécialement aux téléspectateurs de CML Chez vous, votre magazine que vous aimez tant, nous l'espérons. Et je crois que nous passerons de très bons moments d'échange. Très bien, c'est parti pour les 45 minutes d'échange avec notre invité. On commence directement avec cette question qui a fait polémique justement autour de la nomination comme ça de l'équipe de campagne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a vu les démentis du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Alors, monsieur Joseph Mbenza, vous êtes cadre de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de cette nomination de l'équipe de campagne du chef de l'État? Merci pour cette question. Je fais une mise au point. Heureusement déjà que sur d'autres plateaux on l'a évoqué et aujourd'hui je crois que tout le monde a compris qu'il y a eu erreur de communication parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Alors, de quoi il s'agissait? Premièrement, il s'agit d'une équipe qui existe déjà, monsieur le journaliste, depuis longtemps, qui est autour du chef de l'État. On appelle ça le groupe de réflexion d'action, que nous appelons équipe forte, qui accompagne le chef de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État et l'UDPS, nous tous, nous sommes dans l'union sacrée pour la gouvernance du pays, mais le président peut aussi avoir une équipe à côté de ceux qui l'accompagnent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette équipe s'est transformée en une équipe de réflexion et de stratégie pour la future campagne électorale et des équipes qui vont constituer cette méga structure. Deuxième mise au point. Alors l'erreur, il y a eu erreur de communication, il faut l'avouer. Comme je l'ai dit, l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais les gens sont allés dans tous les sens et les médias. Heureusement que le chef de mon parti, Augustin Kabouya, a fixé l'opinion. Quand il s'agissait d'une décision, d'une ordonnance,
En fait, c'est un lapsus. Il voulait simplement dire une décision officielle qui sanctionnerait la création des équipes de campagne, pas une équipe de campagne. Très bien. Alors, vous parlez de l'erreur de communication de la part de qui? Excusez-moi, je ne vais pas citer les noms, mais M. François Mamba, c'est lui qui a animé le point de presse. Mais dans ces points de presse, il n'a pas seulement parlé de l'équipe de la campagne, il a parlé aussi du bilan du chef de l'État, qui est pour nous très positif. Deuxièmement, il a parlé de l'irréversibilité des élections le 20 décembre. Mais les gens sont allés seulement s'agripper sur ça, et pour en faire un peu du buzz. Moi, je crois qu'il y a des fois, il faut minimaliser les choses. Le plus important, c'est qui a été l'objet de cette rencontre, de ce point de presse, ça a été l'intention pour nous d'aller aux élections et d'établir clairement la volonté du chef de l'État d'aller aux élections le 20 décembre pour nous. L'erreur de communication autour de la désignation, de la nomination de l'équipe de campagne, ça c'est vrai, nous avions bien entendu, mais aussi une erreur avec le tweet du secrétaire général. Non, il n'a pas. L'erreur est à quel niveau? Non, lorsqu'il parle de l'ordonnance. Non, je dis. Est-ce que l'équipe doit être nommée par une ordonnance? Mais c'est là maintenant, il faut faire aussi la part de choses. Il y a une différence entre ordonnance présidentielle et une simple ordonnance. Non, il parlait du chef de l'État, il parlait du président de la République. Mais je n'en disconviens pas. Nous sommes dans la sémantique, monsieur le journaliste. Et quand on parle de l'ordonnance, et quand on parle de l'ordonnance présidentielle, c'est différent. C'est pour cela que je parlais de lapsus. Dans l'intention du chef de mon parti, Augustin Kabouya, il voulait parler d'une décision officielle. Et cette mise au point a été évoquée, et je l'évoque maintenant. Pour changer les choses. Mais lorsqu'on a vu que ce tweet a été modifié par après... Mais c'est ça que je dis. C'est ça que nous sommes... Même moi, il m'arrive... Non, ça peut arriver partout. Il y a des équipes de communication partout dans le monde qui commettent des erreurs. C'est l'œuvre humaine. Même aussi, il m'arrive... Non, il n'y en a pas de trop. Moi aussi, ça m'arrive de faire une erreur dans mes tweets. Voyez-vous, monsieur. Mais tenez, le fond, c'est quoi? Le président de la République a une grande vision pour sa campagne. Dans le fond, qu'est-ce qui a été dit? Vous savez, nous venons de 11 provinces. Ces 11 provinces chaque province aura un directeur de campagne. Il n'y aura pas un seul directeur de campagne. Il y aura 11 directeurs de campagne par rapport à l'ancienne configuration des provinces. Alors, deuxième équipe des directeurs de campagne par rapport aux 26 provinces démembrées. Troisième équipe de campagne, c'est par rapport aux 145 territoires. Donc, nous aurons une méga structure qui s'occupera de la campagne électorale du chef de l'État. Cela établit sa volonté d'aller aux élections. C'est ce qui a été le nœud de la communication. Vous voyez, quand quelqu'un pose ce genre d'acte, c'est-à-dire la personne, l'intention c'est d'aller aux élections. Parce qu'il sait qu'il va gagner les élections. Voilà, monsieur le journaliste, c'est la mise au point. Très bien. Alors, monsieur Joseph Melva, aussi, nous voulons revenir rapidement sur le congrès de l'Union Sacrée, en quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça, c'est... bon, nous avons beaucoup de regroupements politiques, des personnalités de partis politiques. Nous, l'IDPS, nous en faisons partie. Bon, je vais profiter aussi, après cela, de parler un peu de mon parti, qui se prépare pour les élections. Alors, tous ces regroupements politiques, c'était normal qu'ils se réunissent parce que chacun fait son congrès de sa manière. Il fallait maintenant aller avec une seule voix pour montrer très haut à la face du monde que nous, l'Union Sacrée, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et c'est ce qui sera consacré, je crois, le premier. Mais nous, l'IDPS, nous sommes partie prenante dans ces regroupements. D'ailleurs, le parti vient de terminer la formation des formateurs de nos témoins. Cela témoigne parce que nous sommes organisés. Tenez, nous avons nos candidats par-ci, par-là. Nous avons déjà mis nos candidats à tous les niveaux. Maintenant, le chef de l'État ne va pas porter la candidature seulement de l'UDPS, mais de toute l'Union Sacrée, de tous les Congolais, qui soient au Congo, qui soient à l'extérieur du pays. Alors, quant à ce, vous savez, je vais expliquer aux gens l'IDPS, parce que les gens critiquent beaucoup l'IDPS. Je ne sais pas si madame va me poser la question sur l'IDPS. L'IDPS, c'est un grand parti politique. Les gens critiquent à tort souvent l'IDPS pour dire que l'IDPS n'a pas de cadres, l'IDPS, c'est les gens de sous les arbres. C'est faux, archi faux. Nous avons des cadres dans ces pays. Nous avons de hauts fonctionnaires dans ces pays. Mais il y a des fois, on ne fait pas trop de bout sur eux.
À l'IDPS, il y a des hauts cadres, des cadres et des membres effectifs. Moi, je suis au 2e échelon. Il faut le reconnaître, mais il y a des hauts cadres. Et dans ces partis, nous avons des jeunes qui se démarquent. Et nous avons des mamans et des papas qui se démarquent aussi. Comme vous l'avez dit... La majorité c'est des marques du côté positif. Négatif, surtout ce qu'on acquise généralement la force du progrès. Voilà. Mais tenez, quand vous avez cité M. Socrates Moubenga, dont je suis le porte-parole, vous croyez que je peux être porte-parole de n'importe qui? C'est monsieur, il est au cadre du parti. Il est natif de Mongafula. Il a postulé. Vous savez, moi j'ai aimé son courage parce que la commune de Mongafula a des problèmes sérieux. Problèmes de sécurité, problèmes d'eau et beaucoup d'autres problèmes. Mais Mongafula avait besoin d'une porte-voix, de quelqu'un qui va parler pour la commune de Mongafula. C'est pour cela moi j'ai salué sa candidature à Mongafula. On va revenir pendant la campagne électorale. Non, c'est pas la campagne. Si vous voulez bien. Non. Dire que non, il a postulé, c'est pas une campagne. Dire tel nom, tel numéro, ça c'est la campagne électorale. Je suis bien averti. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Ouais, ça c'est un haut cadre du parti. Il est président d'une structure parce qu'au niveau de l'UDPS, l'UDPS accepte aussi des ASBEL qui sont affiliés à elle. Alors, il est président d'un ASBEL qu'on appelle les Amis de Socrates Moubenga. Nous l'appelons le joker de la République. Vous savez, c'est pour contredire tous ces gens qui disent qu'à l'UDPS il n'y a pas de tête. À l'UDPS il y a des gens valables et qui portent la voix de l'UDPS. Parce que le secrétaire général du parti, parce que l'UDPS c'est une méga structure. L'UDPS c'est la matrice de la politique au Congo. Alors, il y a la force du progrès, mais il y a aussi les responsables et hauts cadres du parti. Lui, c'est un homme d'État. C'est un acteur politique majeur pour la République. Et puis, c'est un philanthrope et un acteur social. Il intervient dans beaucoup de choses. Peut-être il est discret. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a Madame Antoinette Samba Kalambaye, beaucoup de personnes. Donc pour dire que non, la force du progrès, oui, ils ont combattu, ils ont lutté. Dans chaque lutte, il y a des erreurs, mais nous avons aussi des hauts cadres du parti. Mais ça en est trop maintenant avec la force du progrès. Reconnaissez-vous au moins les erreurs de la force du progrès? Même Nelson Mandela, pendant sa lutte, il y a eu de ratés, il y a eu aussi de choses. Parce que dans toute lutte, il n'y a pas que de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Si je dis que non, tout a été bon, je mentirais. Mais il faut saluer le courage de ces braves jeunes gens. Donc c'est pour vous montrer que nous avons des cadres dans ces partis, de valeureuses personnes, comme moi par exemple. Mais quand vous avez parlé de l'UDPS, vous avez plus parlé de cadres, mais est-ce que l'UDPS garde encore sa vision d'autrefois? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, parlons-en. Vous savez, peut-être les gens nous disent que c'est un slogan creux, mais c'est faux, archi faux. Le président de la République, il arrive au pouvoir. On peut beau critiquer. Je vais vous choquer. Vous savez, quand vous avez 6 millions d'enfants qui vont à l'école, c'est l'équivalent du Congo-Brazzaville, de Djibouti et des Sao Tomé Principe. Et c'est une expérience. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e année. Pour un budget annuel de 2 milliards de dollars. C'est ça. Le peuple d'abord, c'est-à-dire que l'État prend en charge le social. La charge, la facture de famille. Je vais vous donner une information. Quand le président de la République a mis en place la gratuité de la maternité, vous savez qu'aujourd'hui, la consultation prénatale est gratuite. C'est-à-dire, tu vas voir le médecin, par rapport à 300 hôpitaux sélectionnés, tu vois un médecin, il te consulte gratuitement, tu fais l'échographie gratuitement, et tu vas accoucher gratuitement, quel que soit le cas, césarienne ou pas. Okay. Et puis, un mois après, pendant un mois, l'État prend en charge. C'est pour réduire, la facture, 2, pour réduire le taux de mortalité de la mère et de l'enfant. Pensez-vous que c'est suffisant? C'est un début. Le même Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Tenez, madame, il y a un début à tout. Vous savez, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais c'est le budget qui détermine vos actions. Alors, avoir la gratuité de l'enseignement, le produit, je dirais, les fruits que porte la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, vous pensez que, à côté de cela, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de la maternité va aussi faire ses preuves rapidement? Mais oui, parce que ça, je vous donne une information. L'État a commencé à équiper plus d'1 millier
des centres hospitaliers de toute la République, des kits pour les accouchements et tout ce qui va avec. Tout ça a été planifié pendant 3 ans. Ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un travail qui a été bien réfléchi. Nous, à l'IDPS, nous prenons le peuple d'abord. Effectivement, le président est en train d'aller sur ce chemin-là du peuple d'abord. Donc, et en dehors de ça, vous savez qu'aujourd'hui, je vous donne des sources, si vous allez au PNUD, si vous allez au CFF, si vous allez au niveau de BCECO, le président est en train de construire, avec le gouvernement congolais, bien sûr, 1210 écoles. Si vous voulez, j'ouvre mon téléphone, je vous donne des preuves. Des écoles avec des territoires, les noms des écoles. Le président, avec le gouvernement, est en train de construire 760 centres de santé. Vous voyez, ça, on appelle le peuple d'abord. Donc, nous, à l'IDPS, et le président de la République, et le secrétaire général Augustin Kabouya, et tous les cadres du parti, nous soutenons la vision du chef de l'État. À l'occurrence, parce que, vous savez... Est-ce que vous pouvez nous citer en 5 ans ce que le peuple d'abord a bénéficié? Comment est-ce que cette vision-là s'est matérialisée? Comment est-ce que la population s'est retrouvée? Et comment est-ce que le peuple d'abord a vu le jour? La population s'est sentie accompagnée? Cette vision s'est vue matérialisée? Ça, c'est une question pertinente. C'est-à-dire dans l'analyse de politique publique. Parce que là, je suis dans la notion d'analyse des politiques publiques. Parce que c'est les politiques publiques mises en place qui déterminent ce que vous avez dit. Parlons du secteur de l'administration. Parce que le cœur du développement d'un pays, c'est l'administration. Le président a mis en place, via le gouvernement, par le VPM de la fonction publique, ce qu'on appelle des réformes. Madame, avant la prise du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, nous avons 344 000 agents non retraités. Il y en a qui avaient 100 ans, 90 ans, 80. Ça, c'est grave. Mais vous savez, qu'est-ce qui est en train d'être fait maintenant? Le gouvernement a trouvé des moyens par le budget de commencer à retraiter. Aujourd'hui, on a entre 6 000 et 10 000 agents de l'État retraités, avec honneur, plus ou moins, parce que le dernier retraité sous Matata avait 2 000, mais aujourd'hui, le retraité de la fonction publique actuelle a plus de 6 000 $, une année payée du coup, et puis déversée à la CNSAP. Ça, c'est le peuple d'abord. Le gouvernement a trouvé 220 000 NUNP, mais aujourd'hui, il y a 100 000 qui sont entrés dans le circuit de la mécanisation. Et le gouvernement a augmenté le salaire, bien que ce n'est pas suffisant, de 30%. Et au mois d'octobre, le gouvernement va aller jusqu'à 15% d'ajout. Vous voyez, si nous allons... on va prendre toute l'émission. Madame, je vais vous expliquer ce qui a été fait en moins de temps. Monsieur Félix, son mandat, c'est actuellement, il est entre 1600 et 1700 jours. Comparativement au régime passé qui a fait 6570 jours. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Revenons maintenant cette fois-ci dans le vif du sujet. Madame, messieurs, vous suivez CML 13 Télévision. Je rappelle qu'il s'appelle Monsieur Joseph Mbenza. Il est cadre de l'UDPS et également porte-parole de l'honorable Socrates Moubengaï. Alors, Monsieur Joseph, avec nous parlons insécurité à l'est de notre pays. L'armée alerte davantage. L'armée alerte toujours. Pourtant, nous connaissons que l'armée est muette. L'armée ne parle pas. Mais aujourd'hui, l'armée de notre pays commence à trop communiquer. Est-ce que elle a oublié justement sa mission qui est celle d'attaquer, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays? L'armée aujourd'hui devient trop plaintive. Ça, c'est une question pertinente. Je sais que je vais y répondre directement. Vous parlez de l'armée. Je crois que la réponse sera simple. Il faut partir de là d'où nous venons et de là où nous sommes. En 2019, le président Tshisekedi hérite de quelle armée? On appelait cette armée hétérogène et mosaïque. Ça veut dire quoi? C'est l'assemblage de plusieurs groupes armés, d'autres criminels, qui ont constitué notre armée après Sun City. Parce qu'en 2008, 2009, 2013, il y a eu passage. Selon les estimations, l'armée rwandaise a été incorporée, infiltrée dans tous les compartiments tels enseigne qu'on a eu plus de 30 généraux, plus de centaines d'officiers rwandais à tous les échelons. Je vais vous donner des noms ici. J'espère que vous n'allez pas avoir peur parce que vous posez des questions sensibles et je réponds. On a des milliers, à peu près 20 000 soldats incorporés qui seraient d'origine rwandaise, Tutsi.
Mais tenez, la semaine passée, il y a un général qu'on a arrêté qui s'appelle Smith Mutara, commandant de la 22e région militaire à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, il est réclamé par sa famille au Rwanda. Toutes les défections qu'on a eues à l'est du pays par rapport à cette guerre pendant Félix Tshisekedi, ça a été le fruit, non pas d'un affrontement militaire, mais des défections au sein de l'armée. La plupart sont de Tutsis rwandais qui ont occupé des fonctions dans ces pays. Je me souviens quand M. Obasanjo, notre gouvernement représenté par M. Raymond Tshibanda, ils sont allés signer des accords avec le M23. Le représentant des Nations Unies, c'est M. Obasanjo. De l'Union africaine, c'est M. Aldo Ayelo. Ils ont averti le gouvernement congolais de ne pas signer cet accord, sinon vous aurez des problèmes. M. Tshibanda s'est bombé la torse pour dire je vais signer. M. Aldo Ayelo dira à M. Raymond Tshibanda, allez dire à l'ancien président Joseph Kabila que Moutebou et tous les autres sont des sergents qui ne sont des criminels dans l'armée rwandaise. Comment ils se retrouvent généraux et colonels dans votre armée? Alors, on a détruit la substance qui devait protéger ces pays, qui est la colonne vertébrale, qui est l'armée. Mais Tshisekedi a reconnu que l'armée était bien organisée lorsqu'il est arrivé à la tête de... Toi, tu es père de famille. Quand tu es en dehors de ta maison, est-ce que tu peux parler de mal de ta famille en dehors? Ou bien tu traites le problème à l'intérieur? C'est une question piège. Il est intelligent, il pouvait que répondre de cette manière. Mais au fond, il a dit en Ituri quand il est allé là-bas. La réalité de ce qu'il a trouvé l'armée, les effectifs n'étaient pas vrais. Il vous souviendra même à l'époque de Joseph Kabila, il a voulu faire le contrôle biométrique pour savoir qui est qui. Le matériel et les machines ont brûlé. On n'a jamais fait le contrôle de savoir à l'est du pays qui est de quelle unité. C'est à peine cela est en train d'être fait. Je salue la bravoure. Alors, mais en 5 ans, monsieur Joseph, Tshisekedi n'a pas pu stabiliser cette armée. Je savais. Écarter les infiltrés. Il a fait, mais tenez, aujourd'hui pour que Poutine résiste, il lui a fallu une 20aine d'années. L'armée, ce n'est pas une blague. L'armée, c'est une question hautement sensible. Il faut prendre le temps. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous avez parlé que l'armée c'est plein. Mais non. L'armée, non. En stratégie, pour ceux qui ont fait la science de la guerre et l'art de la guerre, il faut charger l'ennemi. Il faut parler de l'ennemi. Vous savez pourquoi? Pour des éventuelles représailles. Parce que vous aurez raison que vous avez averti. Mais tenez, je vais vous expliquer. Le président arrive. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes à combien de militaires formés? Je vous informe que l'armée est en train de se déployer encore sur la ligne des fronts. En géostratégie, il y a un principe simple. C'est ce qui a fait que Mobutu puisse chuter. Mais Félix a évité ça. Quand l'AFDEL a attaqué, à partir d'Ouvira, les sécurocrates du régime sont allés voir Mobutu pour lui dire négocions avec Laurent Désiré Kabila pour stopper leur avancée. Mais les politiques ont dit niet. À l'occurrence, le premier ministre Ken Wadon en tête. Mais le président avait compris avec une telle armée, il faut négocier pour prendre le temps de former. Aujourd'hui, vous le savez, à Quito, on a ces 10 000. À Likasi, partout, on a aujourd'hui plus de 50 000 soldats formés. Plus de 50 000 soldats 50 000 soldats. Mais on doit sentir alors sur terrain, c'est ça qu'on a besoin. On ne veut pas ici que vous veniez dans le plateau de télévision citer, voilà, il y a eu autant de formés, mais sur terrain, il n'y a pas de résultat. Ce qui est important, vous savez, pour gagner une guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser le moyen financier parce qu'une guerre, vous la commencez, vous ne savez pas quand est-ce que ça se termine. Il faut avoir la logistique adéquate. Vous ne savez pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça va s'épuiser. Vous savez avoir des effectifs parce que vous ne savez pas combien vont mourir, combien vont rester. Vous croyez que c'est une question facile qu'on peut traiter? Vous savez, le président malien, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu critiques l'armée, on te prend, on te recrute de force, on t'envoie sur la ligne de front. C'est là où tu vas comprendre les réalités du terrain. On est en train de déployer la logistique. C'est une dictature que nous pouvons c'est pour dire c'est bien de critiquer, mais il faut avoir une critique aussi objective. Aujourd'hui, on est en train de déployer le matériel vers l'Est. Je vais donner une information peut-être, et c'est pas donné, moi je vais le dire. Quand vous avez trop de militaires sous terrain, ils ont vu les leurs tuer, ils ont vu des blessés et ils ont tué. Ces gens-là, ils sont affectés psychologiquement et émotionnellement. Qu'est-ce qu'on fait? On les délocalise pour les reconditionner ailleurs et on prend de nouvelles unités, on amène sur la ligne de front, ça prend du temps. C'est ça la réalité. C'est un dossier qu'on ne peut pas traiter avec légèreté, mais je vous dis, les choses, c'est précis sur la ligne de front. Alors, est-ce qu'en 5 ans presque, on va dire que notre armée, les FARDC font déjà leurs preuves, font déjà des preuves?
Aujourd'hui, moi je suis fier de cette armée qui s'est reconstruite. J'en suis fier. Et vous savez, quand un président appelle le jeune à s'enrôler et qu'il y a plus de 50 000 jeunes qui s'enrôlent dans l'armée, ça il faut féliciter. Et ces jeunes-là, sur le terrain, pour ceux qui sont là-bas, qui sont en train de voir. Le dossier que vous avez parlé de cette incursion de l'armée rwandaise UNDM3 a été réglé dans la soirée avec les forces de l'EAC et les FARDC. Ça, c'est l'information. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas l'oublier que Mouchak est entre les mains de FARDC. Ça a été occupé pendant une année. Quiconque est aussi. Donc, c'est-à-dire, petit à petit, nous sommes en train de récupérer nos terres. Alors, la bataille finale de tout ça, ça sera Bunagana. Mais Bunagana, c'est une zone stratégique parce que Bunagana est en frontière avec 3 pays. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, vers, je crois, ça doit être vers Tchanzu. Et cela rend le combat difficile? Non, oui, ça peut rendre le combat difficile en tant que géopolitologue parce que nous savons là, les ramifications qu'il y a là, avec certaines unités de l'armée ougandaise, avec l'armée rwandaise et le M23. Je crois que ça posera le problème, ça sera une bataille terrible, ça, je vous l'ai dit, à moins que sur le plan diplomatique, les choses se règlent. Mais si les choses ne se règlent pas sur le plan diplomatique, je crois que... Vous pensez que la solution à ce stade-là, c'est la force sur le plan diplomatique, en fait? La diplomatie, vous savez, vous ne pouvez pas faire une diplomatie sans l'armée. C'est comme faire de la musique sans guitare. Nous avons aujourd'hui une armée qui est digne, qui est capable de relever le défi. Mais il faut souligner un fait. Et à côté de cette armée, il y a des forces régionales. Oui, il y a des forces régionales, c'est discutable parce que le Burundi a fait ses preuves. Mais les autres, c'est un peu de l'ambiguïté. Parce qu'il faut savoir qu'en relation internationale, il n'y a que des intérêts qui se définissent. Alors c'est important qu'ils continuent à être regardés sous le sol congolais, sur le sol congolais. Oui et non, c'est discutable par rapport à certains aspects. Nous sommes, parce que, vous savez... Vous voyez déjà ces ambiguïtés, allez-y. Oui, les ambiguïtés, c'est par rapport au comportement de certains contingents qui sont sur place. Qui perçoivent le taxe. Oui, le président l'a évoqué, ça on a condamné. Mais de l'autre côté, il y a des contingents qui se comportent bien. Mais non, on fait quoi? Parce que les Burundais ont fait preuve, parce que là où... Non, seul le Burundais. Mais je dis... Parce que le chef de l'État lui-même aussi l'avait dit, oui, seule l'armée burundaise qui applique à la lettre les accords. Oui, parce que l'intérêt stratégique avec le Burundi s'est établi avec la venue du président Ndayishimiye à Kinshasa. Il y a des accords de la défense qui ont été signés, qui ont mis en mal le Rwanda. Écoutez, vous évoquez souvent la RDC. Mais il faut voir dans les pays voisins qu'est-ce qui se passe. C'est pour la première fois que le tout-puissant Kagame chamboule la hiérarchie de toute une armée. Il y a des problèmes sérieux de l'autre côté. Parce que, si vous vous donnez peut-être vous le savez, quand le M23 de l'époque a décidé de prendre Goma, de Bunagana à Goma, ça a pris 4 jours. Parce qu'il y a 2 niveaux de la guerre. Il y a la guerre éclair et la guerre d'usure. La guerre éclair, vous décidez de prendre Gombe et vous y allez. La guerre d'usure, vous pouvez aller, mais vous avez des difficultés à pénétrer à Gombe. Ça vous devient difficile. Dans le camp du M23, il y a des défections que vous ne parlez pas souvent. Parce que eux, l'objectif, c'était de prendre Goma avant le 16 janvier 2022. Mais ils n'ont pas pu. Goma aujourd'hui est devenue une forteresse. Je vous dis, même cette fameuse histoire de carte électeur, on l'a évoqué. Mais Goma, si Kagame osait attaquer Goma, ça sera compliqué pour et la RDC et eux. Parce que la RDC ne se laissera pas faire. Donc, quelque part, Kagame a échoué dans cette guerre. Mais vous ne l'évoquez pas. Parce que la guerre, c'est l'objectif à atteindre. Vous voyez, la guerre, c'est l'objectif. Quand l'objectif n'est pas atteint, ça dit que vous n'avez pas gagné. Maintenant, vous vous mettez en difficulté parce que la guerre coûte cher. Il faut nourrir, il faut vêtir, il faut tout ça. Mais nous avons ces moyens aujourd'hui de faire la guerre parce qu'on a une loi de programmation militaire d'1,6 milliard. On a des moyens pour faire la guerre, mais on ne le fait pas. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous. Mais attention, les jours que la guerre se décrète, on n'annonce pas. Mais Poutine, quand il est allé en Ukraine, il a annoncé à qui? À personne. Il faut faire très attention. Parce que quand le chef de l'État qui a la boussole du pays, le tableau de bord vous dit qu'aujourd'hui, j'ai toutes les cartes devant moi, que je peux jouer à tout moment. Ça veut tout dire qu'il est prêt. Il n'a jamais été aussi assurant que cette fois-ci parce qu'il sait de quoi il parle. Je dis, il sait de quoi il parle. Il faut
comprenez? Non, mais monsieur Joseph, l'inquiétude avec nous, c'est que le Congolais meurt du jour au lendemain. C'est à la différence même de la Russie. Comme vous avez dit ici que Poutine, lorsqu'il est allé en Ukraine, il n'a informé personne. Mais pendant ce temps, le Russe ne mourait pas. Mais avec nous, la différence, c'est que le Congolais meurt du jour au lendemain. C'est ça l'inquiétude. Je vais vous choquer. Vous avez évoqué quelque chose de bien là. Mais la Russie, c'est la différence parce que l'armée ukrainienne n'a pas infiltré l'armée russe. Oui. Mais nous, c'est différent. La force de M. Kagame, c'était parce qu'il était dans notre armée. Il vous souviendra, vous connaissez le triste nom de M. James Kabarebe, chef d'état-major. Ça ne s'est fait nulle part au monde que l'appareil sécuritaire de toute une nation entre les mains de Rwandais. Et à tous les échelons, ils ont été là. Maintenant, pour évacuer ces gens-là, ça a pris du temps, mais ça en valait la peine. Quand vous entendez un colonel faire défection, un colonel dirige tout un bataillon. Un bataillon, c'est combien de personnes? Et vous avez entendu que tel policier, tel militaire a rejoint le M23. En fait, l'armée rwandaise s'est restructurée à M23 en quittant les FARDC avec notre matériel. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. Maintenant là, je crois que ils ont demandé à négocier directement avec Kinshasa. Ça ne leur sera jamais accordé, monsieur le journaliste. Donc vous pensez que le mal vient du régime précédent? Le mal du Congo vient de deux époques. 1994. Je vais donner un aperçu, un petit récit historique. Abiyarimana est mort en 1994. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a refusé de déstabiliser Mobutu. C'est ça la vérité. Et on l'a battu. Quand on l'a battu, c'était le malheur de la RDC. On nous a imposé de faire entrer les Rwandais ici sur notre sol. Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les frontières, la frontière du Burundi et les autres, pour faire laisser entrer le Rwandais qui est au Zaïre. C'était fait intentionnellement en complicité avec la communauté internationale. Et le début du malheur. Deuxième date, c'est 1997. Ce n'était pas une guerre de libération, mais c'était une guerre d'occupation de la tribu Tutsi qui était dans l'armée rwandaise et qui a occupé la RDC via le Congolais, notre frère Mosé Laurent Désiré Kabila. L'intention était bonne, mais il n'avait pas la capacité de contenir le Rwandais. C'est là le malheur, le début du malheur. 10 millions de morts cette période. Vous croyez qu'en 5 ans, on peut laguer tout ça? Ça prend du temps, malheureusement, mais on est en train d'y faire face. Ok, alors je veux un peu revenir vers vos mots au début. Vous avez dit que on ne dira pas que les FARDC sont faibles aujourd'hui, moi encore le critiquer, mais j'aimerais au moins avoir votre lecture sur ce qui s'est passé hier avec l'explosion accidentelle, bien sûr, d'une roquette à Goma qui a fait un mort et 11 blessés. Pourquoi? Par inadvertance ou imprudence. Il y a eu des roquettes F5 qui a lâché, explosé et qui a causé de dégâts. Et je signale que c'est là si encore fait après l'incident du 30 qui a causé aussi de morts de beaucoup de Congolais. Madame, il ne faut pas faire ces rapprochements, ça n'a rien à voir. J'ai lu le communiqué. La grande question était la faiblesse ou l'armée. Non. Ce sont deux mots que vous avez partout dans le monde, voilà. Ce n'est pas la seule armée où il y a bavure comme ça, par erreur, par inadvertance. Partout ça arrive. J'ai lu le communiqué parce que les gens avaient peur. Au début, on a propagé l'information que c'était un engin explosif. Donc, on penserait que c'était une opération terroriste. Oui. Mais bien après, il s'est avéré que l'information est venue et c'était sur cette erreur-là. Je crois que le militaire en question est entre les mains de la justice militaire parce que c'est une erreur, parce qu'il devait protéger la sûreté de sa roquette. Donc ça, c'est une erreur de ces militaires-là. Je crois qu'il est formé et sur base de ça, on doit le punir parce que, bon, le communiqué que j'ai lu, je n'ai pas entendu le mort, j'ai entendu des blessés. Je ne sais pas, peut-être que je vais relire. Mais il y a un qui a succombé. A succombé avec ses blessures. Et lui-même, selon les informations, lui-même, le militaire, a été blessé également. Oui, c'est normal. Donc ça, nous déplorons. Ça, ce sont des choses qui ne devaient pas arriver. Parce que selon le communiqué, la Jeep a bondi sur un trou. Oui. Et peut-être sa main, son doigt est allé là où il ne fallait pas.
Alors il faudrait insister par exemple sur le fait d'une très bonne formation, pas que formation, mais une formation de qualité. Madame, ils sont bien formés. Vous avez déjà touché une arme, je ne sais pas. Ça peut arriver, c'est une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Cela ne remet pas en cause sa formation, madame. Alors, monsieur Joseph Mbenza, selon l'armée, il y a 2 espions rwandais qui sont porteurs de cartes d'électeurs. Mais monsieur Joseph Mbenza, réfléchissons un tout petit peu ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de saboter ce processus électoral déjà? Parce que si nous revenons sur ce processus électoral, vous allez constater avec moi que d'une part, l'opposition avec Martin Fayulu qui s'inquiète de la crédibilité, ça et là. Et cette fois-ci, le Rwandais avec 2 cartes d'électeurs, est-ce que vous pensez que ce processus sera crédible? Les élections, voilà, seront crédibles. Donc, pour 2-3 espions qui porteraient des cartes d'électeurs, mais une carte d'électeur, tu peux aller chez un cyber. Pour tous ceux qui ont fait l'infographie, ils peuvent monter une carte. Mais le problème dans cette carte-là, il y a les QR codes, qui est ton identifiant personnel. C'est le jour du vote. Parce que peut-être ceux qui connaissent l'informatique, ils sont en train de comprendre ce que je dis. Tu vas aller avec cette carte dans un centre de vote. Peut-être tu l'as eu, je ne sais pas où. Et le QR code. Parce que la validité, l'importance de cette carte, c'est le QR code, qui est ton identifiant. Est-ce que tu as été déjà en contact avec cette carte-là pour remettre en cause le processus électoral qu'on aurait attrapé auprès des espions? Non, mais la question... De la même façon que vous avez par exemple déploré l'infiltration de l'armée, vous ne pouvez pas non plus déplorer le fait qu'il y a de Rwandais qui se cette carte, comme ça, c'est pour cela que je dis, je crois que même ceux qui ont cette carte-là doivent faire très attention, parce que le jour du vote, ici, ils vont avec cette carte-là, ils seront arrêtés, parce que la carte qu'on a, bien que le visage, il y a des fois, ça s'efface, mais il y a le QR code pour sécuriser cette carte. C'est là maintenant le problème. Tu me parles de Martin Fayulu. C'est un sujet à minimiser comme... Non, je ne minimise pas. Parce qu'on a constaté que vous minimisez. Non, je ne minimise pas. Parce qu'on doit se poser la question de savoir... Non, je ne minimise pas. Ils ont reçu ce carte auprès de qui? Est-ce qu'ils se sont fait enrôler comme nous autres Congolais? C'est pour cela que je dis. C'est pour cela que je dis. Si vous avez cette carte-là, il faut que vous vous assurez qu'il y a un QR code reconnu dans le serveur. Si ce QR code n'est pas reconnu, le jour que vous allez voter, on va vous arrêter. C'est ça la protection des élections. Et cela ne met pas en cause la crédibilité du processus électoral. Mais c'est pas pour rien que l'armée aussi... Mais l'armée annonçait, mais c'est normal, parce que si l'armée annonce comme ça, c'est que les services de renseignement, de sécurité civile ou militaire sont déjà sur pied d'œuvre. Et surtout, je parlais de Martin Fayulu, que vous voulez même rebondir dessus. Vous voulez qu'on parle de qui? J'étais en train de parler de Martin Fayulu, vous voulez rebondir dessus? De qui encore? Mais moi, je suis là pour parler IDPS. Non, vous êtes là pour parler actualité. L'actualité, il n'y a pas un parti politique qui crée l'actualité comme l'UDPS. On a évoqué le dossier, c'est parce que c'est monsieur Augustin Kabouya qui a tweeté, n'est-ce pas? Oui. Et là, il y a Martin Fayulu également qui a encore beaucoup de doutes au sujet du processus électoral. Voilà pourquoi il y a eu ce raccordement et de la carte d'électeur qui se retrouverait maintenant entre les mains de Rwandais et le processus électoral. Parce qu'on parlera de l'infiltration, des mineurs, il veut que le fichier soit audité, parce qu'il y a beaucoup de raisons comme ça. Voilà pourquoi nous avons évoqué aussi des inquiétudes de Martin Fayulu sur le processus électoral. Je parle de 2 choses. Un simple tweet de Kabouya a fait l'actualité. Mais le monsieur que vous évoquez, qui est président d'un micro-parti politique qu'on appelle ECID. Ces tweets ne font pas actualité? Non, ça fait l'actualité. Je suis passé sur beaucoup de plateaux pour expliquer. Mais le monsieur dont vous parlez, il a fait une adresse à son parti ECID. Qui en parle? Donc c'est pour vous montrer que sa place n'est pas... il n'occupe rien. Bon, parlons quand même, comme pour votre... Par respect pour vous, c'est vous qui m'avez invité. Pourrait aussi devenir président de la République. Je parle du président de l'ECID, le député national Martin Fayulu, parce que vous me l'avez posé. Par respect pour vous, parce que je vous considère. Si dans la vie, vous avez un leader comme lui, il faut faire très attention, vous allez... C'est pas votre ennemi, monsieur Joseph. Vous allez...
C'est notre adversaire politique. Et il ne nous aménage pas, moi je ne peux pas aussi l'aménager. Il parle de Chilombo longueur de journée. Et ça vous choque pas ce qu'on l'appelle Chilombo? Non, ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas. Mais non, moi je vais parler de lui. Vous me donnez l'occasion. Si vous avez un leader comme ces messieurs, vous allez perdre votre temps, votre carrière. Parce qu'il faut avoir un leader clairvoyant, visionnaire comme Etienne Tshisekedi Mulumba. Il faut avoir un leader d'un parti politique comme Augustin Kabouya. Là, vous avez un chemin balisé. Vous savez qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il est en train de demander à la CENI d'ouvrir une brèche pour que certains de ses membres puissent aller déposer leur candidature. Sinon, si lui déposait, ces micro-partis politiques vont s'émietter. C'est ça la vérité. Mais que dit la loi électorale? Il y a des deadlines, c'est-à-dire il y a des dates qu'il faut tenir. Nous, on a failli avoir des problèmes IDPS parce qu'on a déposé en retard. La CENI avait accordé 1 à 2 semaines de prolongation. Et la CENI avait martelé, il n'y en aura plus. Les listes définitives sont sorties. Pour la présidentielle, ça s'achève le 8. Maintenant, dites-nous, des individus qui n'ont même pas déposé des candidatures, comment on va le repêcher? Des citoyens congolais. Bon, des citoyens congolais, des personnes. Monsieur Etienne Tshisekedi Mulumba dit d'heureuse mémoire. Il n'a pas déposé sa candidature en 2006, on a assumé. C'est ça, un parti politique. Mais toi, un leader, tu as demandé à tes gens de ne pas déposer, toi tu vas aller déposer, on te menace. Ça, c'est quel parti politique? Fayou n'a pas dit qu'il ira déposer. Mais tu as suivi de vos Kitoko. Ils ont dit qu'ils ne vont pas boycotter. Quand on dit qu'ils ne vont pas boycotter, ça veut dire quoi? Ils sont dans le processus. Ils sont dans le processus. Pour être dans le processus, il faut être partie prenante. Mais c'était clair leur revendication, monsieur. Quelle est la revendication? Mais c'est l'audit du fichier électoral. Bon, beaucoup de gens parlent de l'audit du fichier électoral. Vous savez ce que c'est? Et surtout qu'avec l'information ici de l'armée, où on nous apprend que le Rwandais ont une carte d'électeurs. Le serveur. Mais c'est important qu'on puisse revenir sur le fichier électoral. Le serveur de la CENI se trouve dans quelle situation géographique du pays? Ça se trouve ici à Gombe. Alors, et ils sont au Nord Kivu. Mais c'est facile de les laguer si ce n'est pas conforme à ces cartes et que les services de renseignement militaire civil ont détecté cela. Mais on devrait également voir les communiqués même de la CENI pour nous dire que voilà. Si la CENI ne communique pas, c'est parce que la CENI trouve, je ne suis pas porte-parole de la CENI, ils ont leur raison. Mais il ne faut pas aussi jeter un thème sur la CENI. Non, mais elle doit communiquer pour mettre en confiance les parties prenantes. Mais il y a des cadres de consultation, vous le connaissez, des concertations. Oui. Alors, c'est là où nous avons 913 partis politiques. S'il y a 2 partis politiques qui ne vont pas aux élections, où est le problème? Donc, nous, à l'IDPS, nous sommes prêts. Preuve, nous sommes en train... Le problème, c'est la transparence. Madame, qu'est-ce que vous parlez par transparence? La transparence est liée à la crédibilité des élections. C'est publier bureau de vote par bureau de vote. Donner les PV à chaque main. Afficher les listes je vous mets au défi. Afficher les listes des électeurs. Tout ça, ça va de pair. Je vous mets au défi. Citez-moi un seul parti politique qui est en train de préparer leurs militants aux élections, à part l'UDPS et l'Union Sacrée. Citez-moi un seul parti politique qui est en train de mobiliser la formation de témoins. Madame, les élections passées, on a eu 84 000 bureaux de vote. Citez-moi un seul parti politique qui serait capable d'aligner 80 000 témoins. Partout. Maman, les élections sont compliquées. Hein? Nous, à l'IDPS, avec la clairvoyance de M. Félix Tshisekedi, président du parti, vous savez qu'est-ce qu'on a fait en 2018? Président de la République. Non, président du parti en 2018. Très bien. J'ai bien précisé. Nous étions sur 2 fronts. Nous réquisons le processus, entre-temps, nous préparons. C'était ça la stratégie. Mais l'opposition qui doit beaucoup apprendre, qui sont encore à la maternelle, et ils ont tout boudé. Mais tenez, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour où ils récusent Corneille Nani, excusez, Nanga, c'est de triste mémoire, ils récusent Denis Kadima et la CENI et le processus, mais la nuit ils déposent leur candidature. La logique voudrait, vous récusez Denis Kadima, le processus électoral, la CENI, et vous ne déposez pas vos candidatures. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a même certains opposants qui se sont retrouvés dans les listes de l'Union Sacrée, fuyant le PPRD et le FCC.
Donc on a en face... Mais jusqu'à ce jour, on attend voir ses opposants, ils sont malades. Non, moi je vais vous citer. Allez-y. Monsieur le journaliste, moi je suis politique. Je ne dis pas des choses en l'air. Tenez, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des opposants dans les listes de l'opposition, de l'Union Sacrée. Je peux citer... Mais allez-y, on en a besoin. Madame Fifi et Madame Geneviève Vinagossi. C'est vérifiable. Allez voir. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Leur intention, ce n'était pas les élections. Seulement cette dame, il n'y a pas de... Non, il y en a beaucoup. Allez-y. Parce qu'elle s'est avérée, parce que les autres, je vais aller... On en a besoin. On va aller me porter plainte. Donc, c'est pour dire, on a une opposition faible, irresponsable, immature. C'est ça le mot qui résume cette opposition. Mais quand ils posent leur préalable ou qu'ils réclament à ce qui est des élections crédibles, c'est ainsi que vous le traitez de faible Maman, et tout ce mot-là. tu parles à un politique. Si je vais te détruire, la première des choses, je vais te salir. Non, mais ils veulent juste... Je le être dis aux Congolais confiants pour du qu'ils retiennent. processus. Je parle en tant que politique. Si je ne te veux pas, si je ne veux pas de toi, si je te hais, je vais te peindre en noir, de nuit comme les jours, pour que les gens te haïssent. C'est ce que l'opposition a fait. L'UDPS a fait pareil en 2018 également, c'est parce qu'ils haïssaient le pouvoir qui était en place. Mais nous étions factuels et nous nous assumons. C'est pour cela qu'on a eu autant de morts. Il n'y a pas un parti qui a perdu de membres comme nous pour que tous ces gens-là ils parlent aussi au Congo. On peut beau critiquer l'idée. Mais il faudrait aussi dire, il n'y a pas eu ce parti-là qui a agressé physiquement, saccagé le siège de différents partis politiques également, raison pour laquelle peut-être, entre bon, allons sur votre... Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir certains partis de l'opposition saccager le parti des autres. J'emprunte votre part. Votre part et puis... le bus Transco je vous accorde justement le Congolais à vaquer à leurs occupations. Je vous accorde le bénéfice du doute, je vous le concède. Mais est-ce qu'il fallait-il envoyer un commando brûler des Congolais vifs au siège du parti? Là, nous ne sommes pas d'accord. Ouais, là, nous ne sommes pas d'accord. Mais aussi, il faudrait reconnaître que l'UDPS s'est distingué avec je vous appose maintenant la gravité des faits. En 2011, le 26 novembre, moi j'étais à l'aéroport, aller accueillir notre mentor Etienne Tshisekedi à Mulumba. Je suis rentré à la permanence avec du sang sur mon corps parce qu'on devait transporter ceux qui étaient blessés, des morts, il y en avait eu 12. Et on nous a volé ces corps la nuit parce qu'on a commencé à faire du bruit. Alors comparé à un bus Transco, comparé à un siège de partis politiques qui ont plus subi dans ces pays. Des véhicules de privés saccagés, brûlés. Je vous le concède. Mais je vous appose. Non, mais est-ce que c'était cette manière de revendiquer? Je monte encore. Est-ce que votre manière de revendiquer était... Non, je vous dis la gravité du combat qu'on avait. Le contexte du combat de l'IDPS, nous avons allégé la tâche à ceux qui font de l'opposition aujourd'hui. Ils peuvent marcher... Le combat diffère. Ils peuvent marcher avec des véhicules de luxe. Mais ils font bien l'opposition. Parce que l'opposition, ce n'est pas menacer les autres. Ils font correctement l'opposition. Ils marchent, ils ne saccagent pas. Ils font correctement l'opposition en envoyant leurs militants caillassés de policiers. Est-ce c'est normal un leader de l'opposition qui fait bien l'opposition, il demande à un civil qui a des pierres de caillasser des militaires en armes? C'est normal ça? Oui. Donc sur ce terrain-là du combat, il n'y a aucun parti politique dans ces pays qui nous donnera de la leçon. Aucun. Parce que nous avons combattu dans quel contexte? Donc, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Joseph Menza, c'est lui notre invité du jour. Il est cadre de l'UDPS et porte-parole de l'honorable Socrates Moubengaï. Mais à l'UDPS, il y a aussi des gens intelligents. J'étais très à l'aise avec lui. Non, ça c'est une vérité. Alors, monsieur Joseph Menza, merci d'être passé sur ces plateaux de SML chez vous. Vous avez 2 minutes pour la conclusion. Juste pour dire que l'UDPS se prépare pour les élections. Et bravo au secrétaire général de l'IDPS et je salue mon ami Hervé Mulumba qui est à la communication du parti, qui fait du bon travail. Alors, ce que je peux dire, c'est que les élections, nous allons la gagner à tous les niveaux. National, provincial et présidentiel. Et là, maintenant, je salue
l'honorable Socrates Moubenga, que nous appelons le joker de la République, un homme merveilleux, extraordinaire. Merci. Et je salue Madame Antoinette Samba Kalambay. Bravo à ce que vous êtes en train de faire à Lukunga pour le parti. Et je laisse la primauté au secrétaire général d'annoncer cela. Mais il est en train de poser des actes pour le parti. Très bien, merci. Même à notre... Merci. Moi, je suis politique. On a adopté l'attitude de monsieur Nonon qui dit souvent dans ses émissions, ma bangaté. Très bien. Alors, merci monsieur Mbenza d'être passé. Merci. C'est à moi de vous remercier avec madame. Elle a été pertinente dans les questions. Merci beaucoup à madame Taniakou pour la Elle m'a pas aménagé, hein. Oui, surtout que vous avez peur de ses lunettes tout au début là. Maintenant, je n'ai plus peur. Très bien. Merci madame Tania d'être toujours là à nos côtés. Merci beaucoup Nathan. À vous également qui nous avez suivis de partout. Merci de la confiance renouvelée à ces magazines et à CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence. L'excellence est ici. Et raison pour laquelle nous accordons ce plateau pour tout le monde. L'UDPS, l'Union sacrée, l'opposition, la MOUCA, ainsi de suite, les FCC. Vous êtes le bienvenu ici. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi, pour le tout nouveau numéro de la semaine de votre magazine Semelle chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Au revoir.